Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Judith Eya. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Elle s'appelle Toufat Moutar, qui va donc nous parler de son livre Le feu du milieu. Bonjour, Toufat. Bonjour Judith. C'est un plaisir vraiment de vous avoir sur Parlons des livres aujourd'hui, hein. Euh, Entre les va-et-vient, On a voilà, finalement réussi à... la grippe, moi qui me remets de ma grippe, tout ça, je me suis dit cette semaine, non, c'est bon, on ne reporte plus, on va le faire, on va Voilà. le faire. Voilà. Alors, donc, ben, avant de commencer à parler du feu du milieu, je vais, si vous le voulez bien, vous demander de vous présenter aux personnes qui nous regardent, leur dire qui est Toufat Moutar. Oui, alors Toufat Moutar est une romancière d'origine comorienne qui a grandi. Alors j'ai grandi entre plusieurs pays du continent africain parce que les circonstances familiales l'ont voulu ainsi. Et j'ai également grandi aux Comores et j'ai poursuivi mes études en France où je suis aussi devenue maman. Voilà. Donc, je partage ma vie entre l'éducation de mes enfants, l'écriture de mes livres et l'animation d'ateliers d'écriture. Depuis maintenant 2 ans, j'anime des ateliers d'écriture et j'aime l'idée de voir l'étincelle de l'écriture naître dans les yeux des gens que j'accompagne, puisque c'est quelque chose qui m'a également, moi, énormément accompagnée, qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui me nourrit, qui me permet de vivre de façon créative chaque jour. Mhm. Voilà. Ah oui, ah oui, oui, on sent l'expérience, hein, parce que regardez le livre, Le feu du milieu, vous voyez les complexes, mais le livre est tellement riche en informations. Le style de l'écrivain, ce qu'elle emploie, tout ce qu'elle a, les figures de style qu'il y a, les images, quand elle fait ses descriptions, tout ça. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on passe un moment agréable en lisant, en lisant. Il est, voilà, vous avez vu, c'est plus de 200 et quelques pages. Voilà, 341, 42, voilà, on arrondit, mais on ne s'ennuie pas du tout. Pas du tout, mais quelle imagination! Quelle imagination débordante! Alors, du coup, ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire Le feu du milieu? Qu'est-ce Alors, qui... oui, il y a énormément de sources. En fait, Le Feu du Milieu, c'est un livre que je porte en moi depuis très, très, très longtemps, sans savoir que je portais un livre. C'est un peu une somme de tout ce que j'ai pu imaginer depuis l'enfance, tout ce que j'ai pu rêver. Et je pense que j'ai la chance d'avoir... alors, il y a plusieurs portes d'entrée déjà. Si j'essaye d'ordonner ma pensée, parce que moi et la structure, ça fait 10, mais si j'essaye de structurer ma pensée, je dirais qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans ce livre. Euh, L'une de ces portes d'entrée, évidemment, c'est la féminité, la transmission entre femmes, donc entre mère et fille, entre femmes entre elles. L'autre porte aussi, c'est également le roman d'aventure. J'ai lu énormément de romans d'aventure dans ma jeunesse et je trouvais cela dommage de ne pas voir des femmes au premier plan. C'est-à-dire que les femmes que je rencontrais dans les romans d'aventure ou les romans qui font appel à l'imaginaire, les femmes que j'y rencontre, même dans les mythologies, toutes origines confondues, ce sont des femmes qui vont jouer le rôle d'assistante ou le rôle de révélatrice auprès du héros masculin ou le rôle de la fiancée éplorée qui va attendre qu'on vienne la sauver. En fait, c'est souvent, je n'ai rien contre ces rôles-là. Ils existent, ils ont le mérite d'exister, il faut qu'il y en ait, mais je voulais autre chose. Je voulais des femmes qui aillent vivre des aventures, tout simplement, qui les vivent sans être en opposition avec les hommes, parce que là aussi, c'est un piège dans lequel la société nous assigne un rôle, hein, de toujours devoir avoir des portes à enfoncer en permanence, en permanence. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour que ces luttes que je vois dans la vie de tous les jours ne conditionnent pas ma création, mon imagination. Elles conditionneront mon propos si j'écris des essais, si j'écris des thèses sur le genre, par exemple, mais dans le roman, dans l'imaginaire.
Moi, j'ai envie de rêver, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'explorer. Et donc, il me faut des personnages femmes qui explorent. J'ai une petite fille et souvent, je lui parle de ce que j'aime. Et à un moment, je me suis dit, il faut que ce dont je lui parle, il faut qu'elle me voie le vivre et il faut qu'elle me voie le faire vivre à des filles dans mes livres. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie que des femmes vivent une aventure à la fois intérieure, donc intérieure, ésotérique, spirituelle, émotionnelle, et extérieure, qu'elles aillent à la découverte du monde, à la découverte du temps, de ce que c'est que l'être humain, de la raison pour laquelle on a toujours tendance à vouloir s'écraser un peu les uns les autres, qu'elles aient le droit d'être des individus, c'est-à-dire pas des anges, mais des femmes qui vivent des choses, mais qui aussi peuvent faillir, peuvent avoir le droit de décevoir. Parce que c'est vrai que quand on place une femme en tant qu'héroïne dans un livre, on va avoir tendance aussi, parce que l'histoire fait qu'on a tendance à faire cela, soit à la placer en tant que victime d'une oppression, soit à, oui, la mettre dans une position un peu angélique. Madame Bovary, enfin voilà, les grands classiques de la littérature, quand on y voit des femmes, Jane Austen par exemple, je suis une grande fan de Jane Austen, mais le seul problème enfin ce qui me manquait en fait, c'était ce, le droit à la naïveté et le droit à l'imperfection. Et c'est ce que l'on retrouve par exemple chez Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Sauf que Frankenstein est un personnage masculin. Et ça ne m'étonne pas, puisque c'est beaucoup plus simple de libérer l'imaginaire quand on se met dans la peau d'un homme, puisqu'il y a moins d'entraves à franchir, alors que quand on est dans la peau d'une femme, on va en permanence penser à toutes les règles. Est-ce qu'il faut qu'elle soit belle? Est-ce qu'il faut qu'elle soit... Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent nous parasiter. Et donc, c'était un défi pour moi. C'était un vrai challenge de me dire, tiens, et si j'écrivais l'histoire de deux individus, il se trouve juste que ce sont des femmes, mais deux individus qui vivent des aventures et qui peut-être sont parfois étonnés d'être dans ce corps auquel on donne un rôle précis et dans ce corps politisé. Et comment est-ce qu'elles font pour sortir de là, pour faire un pas de côté et se dire, oui, d'accord, mon corps est politisé, mais moi, quand je, quand je sors de là, je peux me libérer en esprit. Mhm. Voilà. On le voit notamment à travers le personnage principal qui est Gaillard. Ben dis donc, quelle richesse de personnage. Gaillard, elle revêt tous les costumes possibles. Hein, Oui. femme, pomme, tigresse, tout, Miguel. Waouh! Mais vraiment, comme vous venez de l'expliquer, effectivement, votre personnage, vous l'avez tellement bien construit, avec effectivement toutes ces facettes que vous venez justement d'évoquer. Et c'est un personnage, mais tellement riche. Ce roman Oui. est un roman d'apprentissage, en fait, où les personnes se battent pour leur liberté. Le roman mêle réalisme et imaginaire. Hein? Mais alors, c'est vrai que l'histoire joue avec le temps, la mémoire, notamment avec l'objet mystérieux que Gaïa reçoit. Comment L'abjad. est la dimension temporelle et symbolique Tout du... à fait. Tout à fait. Oui, l'abjad est un cube qui existe, hein, alors, il ne fait pas voyager dans le temps. En tout cas, pas à ma connaissance, mais c'est un objet qui existe dans les pratiques ésotériques soufis. On l'utilise beaucoup. Et comme d'autres objets, d'autres pratiques d'écriture qu'on va utiliser. Donc, on a par exemple ce cube abjad avec les quatre lettres qui sont censées être un peu ouvrir des portes ou protéger. Donc, en fonction des confréries soufis que l'on va rencontrer, il va revêtir une fonction différente. Et pour moi, c'était une manière de rendre hommage à un héritage que j'ai reçu. J'ai eu la chance de recevoir un héritage, un enseignement de certaines coulisses du mysticisme musulman. Et cet héritage-là m'a beaucoup libérée de la vision dogmatique de la religion tout en me permettant d'être en phase, en fait, avec
avec la confession dans laquelle je suis née. Et ça, j'estime que c'est un cadeau précieux que m'ont offert mon père, par exemple, mes grands-parents, féminins comme masculins. C'est-à-dire j'ai grandi dans un cercle familial où on parle beaucoup de des personnages coraniques ou bibliques d'ailleurs, puisque ce sont les mêmes personnages, en termes d'aventure. Pour moi, le Coran, on me l'a enseigné comme une grande épopée, par exemple. Il y a des personnages un peu qui sont présentés comme des super-héros avec des qualités que l'on est invité en tant qu'individu à développer. Et donc, on me l'a présenté, ce livre, comme un roman, comme un livre initiatique et un livre initiatique que je peux, moi, questionner, interroger, contester parfois. Et donc, j'ai vraiment bénéficié d'une grande liberté là-dedans. Et à côté, il y a tout ce savoir ésotérique qui donne, par exemple, un sens aux chiffres, aux lettres dans la langue arabe, qui donne un sens aux mots, mais un sens matériel un sens matériel. Par exemple, certains mots qui finissent par H, par la lettre Ha en arabe, sont des mots qui vont évoquer l'idée de souffle, puisque pour dire Ha, on souffle. Et donc voilà, il y a ce rapport-là qui est très euh, corporel, charnel avec la langue, et que je trouve extraordinaire et qui n'est pas très évoqué aujourd'hui, à part dans certains cercles fermés. Et je trouvais ça dommage. Même au Comores, le pays d'où je viens, dans lequel cette philosophie-là est très, très, très présente, euh, je n'en entends pas beaucoup parler. Je n'en entends pas beaucoup parler. Ça reste un peu des sujets réservés à une sorte d'élite, j'ai l'impression. Et je trouvais cela dommage parce que je trouve que ça a un potentiel imaginaire et d'histoire incroyable. C'est juste merveilleux, quoi. Et c'est une façon de sortir d'une vision de la religion, toute religion confondue, qui est limitée par le licite, l'illicite, le permis, l'interdit, etc. Et dans lequel je ne me retrouve pas forcément, qui peut guider, mais dans lequel à un moment je ne me retrouvais plus. Et pourtant, je n'avais pas envie de laisser tomber tout cet héritage-là que j'avais reçu. C'était la fameuse question, hein, est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on garde? Et donc, j'ai voulu, oui, rendre hommage à cette part de liberté, cette part d'imagination dans la spiritualité, sans donner des impressions de faire intervenir des gourous dans mes livres, mais plutôt en proposant, oui, un voyage, juste un voyage, au même titre que la Bhagavad Gita ou le Mahabharata ou les Métamorphoses d'Ovide, etc. Voilà. Alors, Alima, le personnage d'Alima, hein, rebelle, qui refuse de se plier aux traditions, elle représente le désir d'émancipation et la soif de liberté, hein, Alima. Alors, à travers ce personnage, je suppose que vous, quelque part, vous souhaitiez faire passer un message, hein? Vous souhaitiez peut-être que le lecteur retienne, à travers le personnage d'Alima, la condition de la femme aux Comores, peut-être, ou Alors, dans certaines parties du monde, effectivement, voilà, hein? oui, alors je voulais même plus que de faire prendre conscience de la condition des femmes parce que il y a quand même, au Comores, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs conditions des femmes. C'est une société très matrilinéaire. Les femmes héritent de leur mère et les hommes rejoignent leurs femmes dans leur domaine. Il y a des matrimoines. Il n'y a pas de patrimoine, il y a un matrimoine. Et donc, c'est vraiment très particulier. Et donc, ça donne un certain pouvoir, en tout cas sur l'île d'où je viens. Parce qu'il y a 4 îles et les règles sont légèrement différentes d'une île à l'autre. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est plutôt, enfin, je voulais tenter l'aventure de me plonger dans la peau de cette femme. Voilà, c'était plutôt cela. Euh, J'avais eu, juste avant de commencer ce roman, de commencer son écriture, j'avais eu une discussion très enrichissante avec des auteurs lors d'une conférence. Et parmi ces auteurs, il y avait une autrice camerounaise, Hemley Boum. Et donc, je discutais avec elle et je lui disais, mais tu te rends compte,
À une certaine époque, on pouvait, en tant que femme, être mariée à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, et puis quelques années plus tard, être retirée de ce mariage-là pour être mariée à quelqu'un d'autre. Enfin, on ne s'appartenait pas. Et donc, je lui parlais de cela, complètement scandalisée. Elle me disait, oui, alors d'accord, mais toi, tu es en train de regarder ça avec tes lunettes de ton époque à toi aujourd'hui. Dis-toi qu'à cette époque-là, peut-être que la notion de s'appartenir ne correspondait pas à cette société-là et que donc cette personne-là n'avait pas ce sentiment de ne pas... Enfin, elle ne l'a pas vécu comme toi, tu le vis aujourd'hui. Et donc, oui, tu peux porter certaines paroles, mais toujours en respectant la manière, la psychologie de cette époque-là. Et oui, ça m'a beaucoup interpellée. Ces propos m'ont beaucoup interpellée et m'ont énormément fait réfléchir. Et donc, ça m'a permis d'avancer dans ce roman en me disant, tiens, je vais plonger dans ce personnage, mais je vais tenter l'exercice de ne pas juger, de plutôt vivre. Comment elle l'a vécu. Est-ce que un mariage arrangé, par exemple, aujourd'hui, moi, je le prends très mal, mais à l'époque, c'était la norme. Et donc peut-être que le forcing n'a pas lieu au moment du mariage arrangé, il a lieu au moment où on vous sort d'un mariage pour vous mettre dans un autre. Mais ce sentiment de ne pas s'appartenir, peut-être qu'il intervient en filigrane. Il n'est pas si évident, il est inconscient et donc il ne se manifeste pas euh, par une contestation ouverte. Il va plutôt se manifester peut-être par des comportements, par des façons d'agir ou par des crises de colère inexpliquées. Enfin, il va peut-être sortir d'une autre manière. Et donc, il fallait vraiment C'était vraiment un exercice d'humilité que de me plonger dans sa peau et d'essayer de ne pas du tout juger. Ce n'était pas simple, parce qu'il y a des moments, oui, où j'ai eu de vrais conflits avec Halima. Vraiment, on s'est beaucoup fâchés, mais, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout de cette démarche-là. Et je pense qu'elle m'a livré tout ce qu'elle avait à me livrer. Oui, elle a été assez généreuse pour ça. Ah oui, ah oui, oui, très riche. C'est la raison pour laquelle je dis c'est une lecture très riche qui nous apprend à tous tellement de choses, tellement de choses. Alors, en général, Gaillard aussi, elle a cette double personnalité. Elle est une jeune servante, mais elle est à la fois forte et marquée par son passé. Et on voit ce qui lui est arrivé, mutilation, tout ça. Vraiment, ouais. Bon, on laisse ça au lecteur découvrir. Où je voulais lire un petit peu, c'est un petit passage à la page 165. Un passage parce que Gaillard, voilà, très prise avec son maître spirituel, le Fundi. Fundi, hein, Parfait. Vous l'avez très bien prononcé. ça. Et de temps en temps rebelle, oui, non, elle est prise aussi parce que sa maman Tamu lui apprend à elle aussi, voilà. Donc elle est prise entre sa formation religieuse avec son Fundi et aussi entre tout ce que sa maman lui apprend, tout ce qui est culture ancestrale et tout le reste. À un moment, à la page 165, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que c'est quand même l'importance du nom de la mère. Hein? Un passage du Coran hein, que le Fundi Gaillard apprend. Elle dit ici, de temps à autre, ils prononçaient leur prénom associé non pas au nom de leur père, mais à celui de leur mère, comme on le fait lors de la prière aux morts. Un jour, durant l'une de ses leçons au pied du manguier, le Fundi nous avait expliqué qu'en islam, la mère était la suppléante de Dieu auprès de son enfant et que c'était donc à elle qu'il devait se référer si la réponse divine à une prière tardait à venir. Notre véritable nom de famille est le prénom de notre mère, avait-il affirmé. Je lui avais demandé pourquoi, alors les gens étaient appelés par le prénom de leur père. Il avait fait mine de ne pas entendre ma question. Alors, expliquez-nous un peu. Alors, c'est vrai. Alors, C'est alors, réel, ça?
Oui, en islam, le nom de famille, quand on meurt, on est appelé par le nom de sa mère. Donc, un tel fils de un tel devient un tel fils de une telle. C'est-à-dire que pendant la prière aux morts, on va prier, on va dire Dieu, je te demande d'accueillir et de pardonner à ton serviteur ou ta serviteur, un tel ou une telle, fille, fils de une telle. Et c'est seulement le prénom que l'on prononce. Et d'après moi, c'est lié au fait que lorsqu'on meurt, on retourne à la terre et donc il y a toute la symbolique de retourner dans le ventre de la terre. Que la prière aux morts, oui, elle met en avant cette filiation-là qui est liée à la mère. Et j'ai souvent posé la question pourquoi? Et on me répondait souvent, bah, c'est comme ça, c'est juste comme ça, c'est comme ça. Mais en fait, finalement, en y réfléchissant et en extrapolant et en interprétant à ma façon, je me suis rendu compte que c'était logique. Et il y a toute une tradition de la filiation en islam qui fait que, par exemple, de son vivant, on est appelé par le prénom de son père, qui lui est appelé par le prénom du sien. Et donc, ça constitue une sorte de chaîne. Et dans la société comorienne, c'est plutôt la mère qui est sur ce plan-là. Donc il y a une ressemblance entre la prière aux morts et la tradition matrilinéaire. On est appelé Toufat, fille d'une telle, fille d'une telle, fille d'une telle, fille d'une telle. Et on remonte la chaîne jusqu'à la femme qui est venue fonder le quartier ou le lieu dans la cité dans laquelle on vit. Et on dit, voilà, là-bas, ce quartier-là, c'est le quartier mère. Donc il y a ce nom-là, c'est le quartier mère, c'est l'origine de notre clan. Donc c'est un clan matrimonial, matrilinéaire. Donc il y a ce côté-là que je voulais mettre en avant, mais aussi moi ce qui me faisait, ce qui m'interrogeait, c'est pourquoi est-ce que c'est quand on meurt que l'on est ramené à la mer. Donc il y a aussi cette impression de c'est quand c'est trop tard qu'on reconnaît la force finalement de la maternité. Et donc, il fallait aussi que voilà, je voulais laisser à la discrétion du lecteur cette Effectivement. réflexion. Exact, exact, exact. Écoutez, mais le livre est, les lecteurs, ben, on vous laisse découvrir. Il faut, c'est vraiment à lire. Mais comme je dis, quelle richesse déjà dans les réflexions. Ça laisse vraiment réfléchir. On se dit, déjà, il y a cette place, vous l'avez expliqué, parce que c'est même pas la peine que je vous demande quelle place réservez-vous au merveilleux, à la spiritualité dans votre écriture. Mais c'est là, tout est là. Tous Pour ces moi, la éléments littérature, servent effectivement vos propos. oui, Hein. pour moi, la littérature, c'est quand même l'un des derniers bastions de l'imagination, du merveilleux. Et si on perd cela, je cherche une autre planète. Voilà, exact. Voilà. Donc, c'est vraiment le lieu dans lequel je ne laisse aucune règle me dicter quoi faire. Et même la littérature pour enfants, la littérature jeunesse aussi qui le fait, mais même le fait d'estampiller pour moi littérature pour enfants ou littérature jeunesse, pour moi, c'est très réducteur parce que c'est quand même des littératures qui réactivent notre fonction créatrice. Aujourd'hui, si on vit dans ce que l'on vit, si on est là, par exemple, vous et moi, en train de discuter à des kilomètres de distance, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a imaginé un jour que ce serait possible. Et qui, quand il l'a imaginé ou quand elle l'a imaginé, on l'a pris pour voilà, quelqu'un de complètement dérangé. Et pourtant, nous voilà. Donc, je pense que ce qui n'est pas encore là, mais que l'on souhaite, doit avant tout être imaginé. Je crois que c'est Bell Hooks qui disait ça, que le monde dont nous rêvons, nous devons d'abord l'imaginer, nous devons d'abord le créer en imagination. Et c'est ce que j'essaye à mon niveau de faire. Voilà. Ah là là. Donc, alors, pour terminer, ben, on va dire, parce que ça va être le mot de la fin, votre roman explore donc la transmission des récits et des héritages, hein, qu'ils soient familiaux, historiques, culturels. Donc, comment votre propre parcours influence-t-il cette thématique?
Alors, j'ai déjà beaucoup voyagé plus jeune et je pense que là où je me sens le plus chez moi, et ce n'est pas du tout triste quand je dis ça, c'est dans un avion en partance pour quelque part ou dans le train. En fait, dans n'importe quel moyen de transport qui m'emmène d'un point A à un point B ou quand je marche. Et en fait, quand je suis en mouvement, en déplacement, je me sens chez moi parce que je sais que je vais vers l'inconnu, je sais que je vais découvrir et je sais aussi que ce que je vais découvrir et les gens que je vais rencontrer, je vais pouvoir leur faire l'expérience de leur faire confiance. Et je trouve ça, enfin, je trouve ça merveilleux de se dire qu'on n'est jamais seul, en fait et que quand on ne se limite pas à la famille de sang et qu'on sort un peu de ses carcans, sa zone de confort, sa zone de confort, oui, sa zone de confort, son milieu d'origine, etc., et qu'on va vers l'inconnu, finalement, il n'est pas si inconnu que ça parce qu'on se reconnaît peut-être parfois beaucoup plus chez les autres, chez ceux qu'on appelait les autres, que chez ceux qui sont les nôtres et qui peuvent parfois nous sembler un peu étrangers. Puis quand on y revient, on se rend compte que eux aussi, enfin, je pense que mon contexte familial aide parce que j'ai des frères et sœurs et chacun, chacune vit ses propres aventures. Et puis ensuite, on se retrouve. Et voilà, les fois où on se retrouve, on n'est pas tous les jours ensemble, mais quand on se retrouve, chacun déballe sa valise. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Alors moi, voilà. Alors moi, j'ai découvert ceci. Et je trouve que c'est une grande richesse. Et je m'en rends compte de plus en plus, plus les années avancent, et plus je me rends compte à quel point c'est précieux. Donc, je pense que c'est cela qui m'a nourri. Et le fait de ne jamais m'interdire quoi que ce soit en termes d'imagination, c'est, je pense que ça me vient de cette enfance-là, qui m'a permis de voir mes parents, notamment mon père, aller vers l'inconfort, vers ce qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, si j'ai un souvenir qui m'a forgé, je pense, qui m'a marqué pour toujours par rapport à cela, j'ai ce souvenir où je suis avec mon frère dans la voiture et on est au Burundi. Et donc, on est sur une longue route comme ça, droite, qui va à perte de vue. Et à un moment, bon, il ne faut pas reproduire ça, mais à un moment, il nous dit, les enfants, est-ce que je lâche le volant? Et nous, on hurlait. Bon, évidemment, la route était droite. On hurlait oui, et donc il lâchait. Et la voiture était partie pendant 5 secondes. Il y avait ce frisson-là, mais il lâchait comme ça, puis il reprenait le volant. Mais ça, pour moi, c'était un message pour nous dire, en fait, osez, parce qu'il y aura toujours un moment où ça va aller. Voilà. À ne surtout pas reproduire, Ah évidemment. ouais, ah, ça, surtout pas, ouais, Ne surtout pas pas. reproduire. Mais voilà, c'était bon, c'était sur une route sécurisée, c'était très lent, c'était voilà, le rythme était très lent, c'était pas à grande vitesse. Mais voilà, c'est une expérience, enfin, ce sont des expériences comme ça que j'ai vécues qui faisaient que je me disais euh, qu'il ne faut pas se... ça ne donne rien de se limiter et de laisser les peurs nous dicter, nous empêcher de donner vie à notre envie d'explorer. Voilà. Mhm, mhm. Voilà. Donc, ben, bon message de la fin. Bon message de la fin, hein. Alors, tout fat, je vous laisse donc dire aux personnes qui nous regardent où se procurer le feu du milieu. Merci beaucoup. Alors, ils peuvent se le procurer dans toutes les librairies. Mhm. Voilà, sur Internet ou sur place. Toutes les librairies en ligne ou physique. Mesdames et messieurs, vous savez donc où vous procurer ce bijou. Vous venez d'écouter l'auteur. On est vraiment curieux à entendre, on est curieux de découvrir le récit, mais je vous dis, le récit est tellement puissant. Découvrez le feu du milieu de Toufat Moutar. Un grand merci à vous, vraiment merci. Merci à vous, Judith. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié. Et je crois que les personnes qui nous regardent apprécieront également et seront curieux de lire ce beau livre. Belle couverture, belle couleur. Voilà, on est dans le jaune, le soleil, tout ça. Les beaux. Voilà, c'est beau, hein? C'est vraiment bien. Oui, c'est une couverture que j'aime beaucoup, oui, cette sirène avec
l'eau tout autour, et puis le fait qu'elle se regarde dans le miroir. Enfin, c'est vraiment, ça laisse la liberté à toutes les interprétations. C'est une illustratrice américaine qui s'appelle Lara James, si je ne me trompe pas, et donc qui a pour spécialité de réaliser des peintures dans lesquelles elle met en scène des personnages. Elle met en avant des scènes bibliques ou mythologiques dans lesquelles on voit des personnages inattendus. Donc ça peut être une femme qui fait la partition de la mer, par exemple, ou voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans ces peintures. Et donc oui, j'invite aussi les lecteurs à découvrir son travail, voilà. Merveilleux. Fantastique. Voilà. On se dit donc à À très bientôt pour bientôt, un prochain roman, pourquoi pas, hein? avec grand plaisir. Parce qu'avec une telle inspiration, je crois que ça ne s'arrête pas de couler, hein. Ça ne Non, ça s'arrête ne pas. s'arrête pas, non. Et encore un grand merci à vous. À bientôt, Judith. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, vous venez donc d'écouter l'auteur qui nous a bien édifié sur son livre. Le feu du milieu est un roman puissant qui explore la mémoire, l'identité, la condition féminine aux Comores à travers une narration qui mêle réalisme et onirisme. Le style de Toufat Moutar est à la fois poétique et envoûtant. Il donne vie à un récit où l'histoire personnelle des personnages se tisse avec les légendes et les blessures du passé. À découvrir, l'auteur a une imagination débordante. Mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas à appuyer sur la touche subscribe. On se dit donc à très bientôt. Merci.